C'est l'heure du sonneur. Alors, pour notre sonneur, je suis très heureuse de retrouver Alexandre Langlois, Régis de Castelnau. Bonjour à tous les deux. Bonjour Clémence. Ah, mais c'est On y est merveilleux. arrivé. Oui, bravo, vous êtes très très fort. Je rappelle Alexandre Langlois, chroniqueur Toxin évidemment, mais je vais citer votre livre Essayer la démocratie au bal masqué de la Macronie aux éditions Talma. Régis de Castelnau également, chroniqueur, avocat à la cour, auteur du blog Vue du droit et auteur de Une justice politique aux éditions L'Artilleur. Je pense que ce livre va nous être utile pour parler de l'affaire McKinsey notamment. Mais avant, un petit peu de politique, si vous le voulez bien. On va parler d'abord de la motion de censure, LFI, et puis de la niche parlementaire du Rassemblement national. Mardi dernier, le bureau de l'Assemblée nationale a validé la conformité à l'article 68 de la procédure de destitution du président de la République, donc qui a été lancée par LFI, signée par 84 députés. Le NFP est majoritaire au sein du bureau. Voilà, et on attend donc de voir si ça sera voté, par qui ce sera voté. C'est plus symbolique qu'autre chose. Je voulais vous faire réagir à ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on sait qu'il va y avoir ensuite la niche parlementaire du Rassemblement national qui réserve une petite surprise à la gauche, un petit piège, si vous le voulez, puisqu'elle voudrait faire passer notamment la réforme des retraites. Et ça, évidemment, la gauche, si elle ne vote pas, eh bien, ça fera un peu mauvais genre. Donc on se pose la question du côté de la gauche, que faire? Faut-il s'allier avec ceux dont on disait qu'il ne fallait pas, avec lesquels il fallait faire bloc, contre lesquels il fallait faire bloc? Donc toutes ces questions aujourd'hui pour savoir finalement quelles vont être les lignes et du NFP et du RN, l'un vis-à-vis de la motion de censure, l'autre vis-à-vis de la niche parlementaire. Je me tourne vers vous d'abord, Alexandre Langlois. Je pense que chacun va continuer de jouer sa petite partition et permettre à la Macronie de continuer de dérouler son programme. Pour la motion de censure, déjà, l'article 68, il y avait déjà une possibilité de le saisir depuis le mois de juillet, quand Emmanuel Macron n'a pas joué son rôle, comme prévu par la Constitution, d'arbitre des institutions, justement, en disant je vais choisir un Premier ministre et je vais le nommer. À l'époque, il avait déjà dit non, je renvoie la balle au parti, au Parlement, de choisir le Premier ministre, ce qui n'est pas son rôle. Ensuite, du coup, la motion de censure arrive, mais du coup, dans un calcul un peu plus politique pour LFI, en disant on n'a pas eu notre Premier ministre, donc on va faire la motion, pas de censure, de destitution. Le résultat des courses, elle n'arrive pas à un timing politique très, très engageant. Mais n'empêche que la motion de destitution est votée, enfin est proposée, en tous les cas est votée par le bureau de l'Assemblée nationale. Maintenant, qu'est-ce que va faire le RN? Le RN a dit on ne le fera pas. Donc, je veux dire, à partir de là, en fait, on a deux béquilles et Emmanuel Macron s'appuie sur deux béquilles successivement. Pour les élections, pour arriver au pouvoir, il s'appuie sur la béquille NFP en disant il faut faire barrage au Rassemblement national pour pas qu'ils aient d'élus. Résultat, 150 élus pour Macron. Et là, à l'inverse, il s'appuie sur son autre béquille en disant maintenant que je suis au pouvoir, il faut que je garde mon trône. Du coup, je vais appuyer sur la béquille RN. Voilà, donc du coup, en fait, tant qu'on sera sur ces petits calculs politiques où chacun joue sa partition et la partition attendue, on attend de lui pour que rien ne change surtout, rien ne va changer. Donc là, effectivement, c'est un jeu d'écriture, c'est une possibilité, et on dit que c'est symbolique, cette destitution, cette motion de destitution. N'empêche que si elle était votée, on aurait pu Emmanuel Macron. Donc voilà la question qui serait derrière. Donc c'est peut-être symbolique, mais n'empêche qu'il y a quand même une réalité légale derrière. Et bien sûr, sauf que nous, on dit que c'est symbolique parce qu'on sait que personne va s'amuser, enfin, personne va la voter. C'est pour ça, ça devient un symbole pour eux. Parce que chacun est en train de se dire, plutôt que de se dire pour quelles sont les motivations des LFI, à la limite, on s'en fiche, quels sont le résultat? Est-ce qu'on pourrait penser à l'intérêt général des Français? Et l'intérêt général des Français, 75% des Français ont voté contre Emmanuel Macron aux dernières législatives et même aux présidentielles. Je rappelle qu'Emmanuel Macron a été élu légalement avec 25% des voix. Et que quand on dit qu'on remet en cause la légitimité des institutions en proposant cette motion de destitution, non. En fait, on utilise un moyen légal proposé par la Constitution de destituer le président. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans une situation où, normalement, le pouvoir exécutif peut être censuré justement grâce à des motions de censure du Premier ministre. Mais aujourd'hui, on n'a plus de Premier ministre, on n'a plus de gouvernement, on a Emmanuel Macron qui décide tout seul. Donc, en fait, la Ve République a une constitution qui a un vide juridique. On ne peut rien faire contre le président de la République qui s'octroie tous les pouvoirs auxquels il n'a pas le droit. Oui. Donc, du coup, la destitution semble la solution. Et aujourd'hui, chacun va plutôt expliquer pourquoi il ne va pas voter la motion de destitution pour X raisons politiques, calcul en disant je ne vais pas m'allier avec lui. En fait, on est en train de nous dire aujourd'hui en France, nos députés à l'Assemblée nationale, nous avons des gens qui sont exactement les mêmes à l'intérieur, à peu de choses près, et il y a juste l'emballage qui change. Voilà. Et en fait, on nous fait ce cirque qui nous coûte très cher. Oui. Alors, d'abord, Régis de Castelnau, sur ce sujet, destitution et niche parlementaire, chacun pour soi.
Je suis en désaccord avec Alexandre. Je suis en désaccord sur cette question parce que je pense qu'on ne peut pas présenter le problème de cette façon. Alors, premièrement, un petit préalable. Qu'est-ce que c'est que cette destitution? C'est une réforme relativement récente à la suite du dépôt d'un rapport sur les conséquences de l'inviolabilité du président de la République. C'est pas une immunité, c'est carrément une inviolabilité. Donc, on a dit il faut essayer d'équilibrer et il faut pouvoir le destituer. Simplement, il n'y a jamais eu de destitution, bien sûr. Il faut une motivation, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça, c'est ma première observation. Il ne faut pas se tromper de procédure. Hein. C'est pas de temps en temps, c'est pas une motion de censure. Non, 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 c'est une destitution avec une majorité très renforcée. Oui. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait vraiment, je veux dire, un consensus énorme pour le mettre dehors. Ça, c'est ma première observation. Deuxième observation, Emmanuel Macron n'a pas perdu les élections. Le 7 juillet, le NFP a fait alliance avec les macronistes et il est venu sauver Emmanuel Macron. Le NFP est macroniste. Je suis pas là pour prendre la défense du Rassemblement national, mais il faut être sérieux. Ils l'ont validé, ils lui ont permis de garder 100 députés qui étaient donnés comme battus par toutes les études d'opinion, tous les sondages. Donc, ils l'ont. Alors, pourquoi derrière le même NFP, macroniste, dont les membres ont voté Macron en 2017, Macron en 2022, Macron en 2024, en 2007. Hein, pourquoi est-ce qu'ils ont déposé, enfin le LFI a déposé ça pour une seule et unique raison, nettoyer les traces de ce qu'ils ont fait de la forfaiture du 7 juillet. C'est-à-dire, nous les castors, qu'on est formidables, on a voté Macron. On a sauvé Macron au nom d'un risque néo-nazi qui n'existe pas, qui est du théâtre, comme disait Lionel Jospin, et par conséquent, il faut qu'on nettoie les traces. Donc, comment qu'on n'ait pas les plus opposants? Le RN, faut pas trop lui en demander peut-être, parce que le RN, lui, le 30 juin, 34% des voix, le 7 juillet, 66% des Français, autour d'Emmanuel Macron, qui disent non, on veut pas de vous. Bon, ils ont reçu la leçon. Ils ont le premier groupe à l'Assemblée nationale. Ils savent parfaitement que cette procédure n'ira nulle part et que c'est une pantalonnade et que comment Jean-Luc Mélenchon lance ça, je l'ai dit, pour nettoyer son ralliement à Macron. Par conséquent, pourquoi voterait-il cette destitution? Pour aller, alors qu'il vient de subir une défaite politique. Il a subi une défaite politique avec ses 66% de gens qui ne veulent pas de lui pour aller à une présidentielle anticipée, alors qu'ils ont l'ambition d'aller au pouvoir. Bon, je ne sais pas si ce serait une très bonne chose qu'ils y arrivent, mais eux, c'est leur problème. Donc, ils sont pas prêts pour une présidentielle anticipée, ils la perdraient. Donc, pourquoi est-ce que ils viendraient au secours du NFP pour lui permettre de se présenter comme le principal opposant. Donc, ça c'est enfin, je veux dire, mon approche de cette procédure qui n'est que du théâtre. Deuxième observation, qu'est-ce que je vois? Que ce pays se dégrade au plan institutionnel, au plan de l'état de droit, à vitesse grand V. Oui. Hein, quand on prépare l'émission, on a une petite boucle de discussion avec Alexandre et puis Clémence, et je dis ça aux spectateurs. Alexandre nous donnait le cumul des fonctions de Monsieur Stéphane Séjourné, qui vient d'être nommé ou pressenti pour être commissaire. Européen. Mais c'est incroyable. Tout ça est totalement et profondément illégal. Petite anecdote concernant cette destitution. Madame Braun-Pivet a hurlé parce que le bureau de l'Assemblée nationale avait déclaré cette motion recevable. Elle était bon, et elle a dit non, pas du tout. Le bureau de l'Assemblée juge en opportunité, pas du tout. Le bureau de l'Assemblée, il vérifie est-ce qu'il y a le nombre de signataires et deuxièmement, est-ce qu'ils ont invoqué un manquement, au moins. Bon, c'est tout. Hein. Ah non, elle invente une règle et elle s'appuie sur quoi pour l'inventer cette règle? Elle s'appuie sur le précédent de M. Dom Bartolone. Vous savez, quand il était président de l'Assemblée nationale, on l'appelait Don Bartolone pour des raisons que vous pouvez imaginer. Hein. Donc, lui, quand la motion avait été déposée contre
François Hollande, eh ben, naturellement, il avait dit qu'elle était irrecevable en piétinant la Constitution, en piétinant le droit qui nous gouverne tous. Tous les jours, on a des exemples Oui. de cet effondrement institutionnel, Oui. à commencer par le président de la République, qui n'a été incapable de nommer un Premier ministre dans les temps, lequel Premier ministre Est est incapable toujours de trouver un incapable gouvernement. de former un gouvernement digne de ce nom. Et pendant ce temps-là, vous avez des gens qui ne sont plus rien, qui n'ont aucune légitimité démocratique, qui continuent à gouverner comme si de rien n'était. Non, c'est grave parce que ça va très vite. On en a chaque jour, il y a quelque chose et qui nous emmène vers véritablement une forme de dictature. Alors, d'abord, c'est important ce que vous venez de dire. Sur le sujet justement des institutions qui sont bafouées et de la séparation des pouvoirs, ce sera notre sujet avec Philippe Murer, mais on sera plus du côté économique, on peut parler un petit peu politique. Ces fameuses lettres plafonds qui ont été refusées au rapporteur général du budget et au président de la commission des finances, Éric Coquerel et Charles de Courson, hier. On passera le sonore tout à l'heure, donc je ne vous le passe pas là, mais de toute façon, vous connaissez l'histoire et surtout le refus de présenter à la commission des finances ces documents essentiels pour établir le budget, sachant qu'il est censé être clôturé pour le 1er octobre quand même. Régis de Castelnau, je continue un petit peu avec vous. C'est incroyable. C'est-à-dire que, voilà, c'est un très bon exemple de cet effondrement. Et il n'y a aucune sanction. Il faut que les deux députés qui viennent d'être réélus, tous les deux, et qui ont cette responsabilité, ils aillent taper à la porte de Matignon en disant « donnez-nous », et on leur refuse. Oh ben non, on ne sait pas, on verra. Ils vont donc aller à Bercy et il n'y a aucune espèce de réaction. Dans la presse mainstream, personne ne vient dire « mais attendez, qu'est-ce que c'est que ce pays de fous ?» Et quand on va se balader sur Internet et qu'on lit la presse internationale, ils sont stupéfaits de l'état de nos institutions et de l'état de droit français. C'est n'importe quoi. Mais ça va très vite, c'est ça le problème. Ça va très très vite, la dégradation et la bascule dans un régime illibéral autoritaire est en train de se faire à toute allure. Et aucune sécurité ne joue. C'est ça qui m'inquiète, moi. C'est ça qui m'inquiète. Moi, attendez, maintenant, j'en ai vu pas mal, donc dans la Ve République, et je constate que tout ce qui se passe maintenant aurait été impensable il y a 20 ans, impensable il y a 30 ans. Donc, non, le macronisme est une catastrophe. Les historiens devront se pencher sur ce phénomène et pointer ceux qui nous l'ont imposé. Oui, il y a ceux qui nous l'ont imposé, puis il y a ceux qui ne réagissent pas quand même, parce que c'est vrai qu'on laisse faire. C'est aussi ça qui est intéressant. Alors là, on entend en effet Éric Coquerel pas content, Courson pas content. Malgré tout, là, c'est là où on se dit, mais si tous allaient voter la motion de destitution du président, ça pourrait peut-être bouger aussi, non, quand même. C'est là où je me mets dans le camp d'Alexandre Langlois, Régis. Attendez, j'ajoute quelque chose. Moi, je suis content qu'elle ait été recevable, bien sûr, parce que ça, c'est la loi. Mais deuxièmement, il faut qu'il y ait un débat. C'est ça qui est intéressant. C'est la seule chose, non, que cette procédure pour essayer de mettre ce pitre à la porte, j'y suis favorable à ce qu'on le vire. Oh là là, depuis 2017 alors déjà. Mais ce que je veux dire, c'est que l'intérêt de cette procédure sera qu'il va y avoir un débat à l'Assemblée nationale et on va commencer à poser les choses. Peut-être que Jean-Philippe Tanguy, dont le groupe ne votera pas la destitution, va nous dire et va nous raconter l'histoire d'Alstom. Ce sera intéressant. On parlera de McKinsey, mais il y a Alstom de pointer ce qu'est le macronisme de Macron. En parlant d'Alstom, pardon Alexandre, après vous allez vous rattraper, vous inquiétez pas. En parlant d'Alstom, Valérie Pécresse, c'est un nom qu'on entend beaucoup pour faire partie du gouvernement. Une petite réaction peut-être, Régis, et ensuite Alexandre, vous rattrapez tous les sujets qui sortent. Elle devra faire une déclaration à la haute autorité sur les stock options de son mari. Enfin, écoutez, c'est extraordinaire. Valérie Pécresse qui a été candidate à la présidence de la République avec le résultat que l'on sait. Oui. Qui familialement a complètement trempé dans la catastrophe Alstom, qui est une catastrophe pénale, une énorme opération de corruption et de démantèlement d'un fleuron industriel français.
Bon, on en est là, mais il y a plus de sécurité qui joue, quoi. Il y a plus de... Non, il y a rien. Personne dans la presse va venir Surtout qu'il me semble pointer ce problème. que ce serait, enfin, c'est ce qu'on dit, c'est que ce serait pour un poste plutôt du côté de l'économie ou des finances. Hein. Bon. Alors, Alexandre Langlois, d'abord, réaction sur, mais oui, finalement, si les Éric Coquerel pas contents, enfin, Éric Coquerel, c'est sûr, mais les Courson pas contents à aller voter la destitution, ça pourrait peut-être faire avancer les choses. Là-dessus, forcément, vous êtes d'accord. Oui, moi je suis d'accord. Et après, effectivement, encore un blocage des institutions. C'est-à-dire que le Parlement a plus beaucoup de pouvoir, mais encore de contrôler le budget, de le voter. Encore là, ils ont des bâtons dans les roues pour pas le faire. Donc le peu de pouvoir qui leur reste, où ils ont, je veux dire, un moyen de levier de faire pression sur le gouvernement, on leur enlève en leur disant c'est pas votre problème. Donc effectivement, ça pose des questions. Sur aussi la procédure de destitution, je rappelle aussi qu'en 2007, elle a été changée. En fait, c'est devenu une procédure de destitution. Avant, c'était un crime de haute trahison. Et aujourd'hui, le crime de haute trahison, finalement, serait peut-être plus facile à mettre en place avec les affaires Alstom, McKinsey, on reviendra, Oui. que la destitution. Donc, je veux dire, voilà. Donc, déjà, ils se sont protégés à l'époque en faisant M. Nicolas Sarkozy. Voilà la petite anecdote, parce que crime de haute trahison, je pense que chacun pourrait voir tout ce qu'il pourrait mettre dans le panier du Père Noël Macron. Ensuite, il y avait la petite chose aussi sur la niche parlementaire du RN, qui veut voter pour annuler la réforme des retraites. Oui. Et ben c'est pareil, on va voir ce que ça va se passer. Donc, a priori, la gauche, et il y a des échos dans la presse qui disent qu'ils voudraient essayer de passer un amendement dans la loi de la sécurité sociale. Donc voilà, pour éviter que ça arrive avant d'avoir à se prononcer sur la niche parlementaire du RN. Oui, parce que ça ferait tâche quand même. Mais du coup, c'est ça le problème, c'est que tout le monde dit ça va faire tâche de voter pour bidule ou machin. Et voilà, on est sur des étiquettes. Qu'est-ce que les Français, qu'est-ce qu'ils ont voté à 75%? Je veux dire, ils ont voté, on veut plus de cette réforme. Donc maintenant que ce soit présenté par Pierre Projac, on s'en fiche. Au contraire, que ce soit l'un ou l'autre qui propose, que le deuxième groupe vote, parce que sinon on va jamais y aller. Donc en fait, c'est pas une question de. Là, en fait, on est toujours sur des petits arrangements politiciens. Et c'est là avec Régis, on discutait aussi en off. Mais on disait, moi, je suis toujours un optimiste. Je me dis qu'un jour, peut-être, nos représentants vont réellement nous représenter. Vous croyez? Et à un moment, et au final, c'est pour ça qu'à la fin, ma conclusion est toujours, il ne nous sert vraiment à rien. Il va être temps qu'on se préoccupe nous-mêmes de nos petites affaires. Mais voilà. Et donc en fait, il semble que la discussion, Régis se moquait de vous. Hein. Je sais bien, j'ai bien compris, mais ce que je veux dire, c'est qu'au final, voilà, nos parlementaires... Je suis accusé, je t'interromps une seconde, Alexandre. Non, je ne me moquais pas de lui, je pointais une forme de romantisme, d'optimisme chevillé au corps, et le vieux que je suis a trop d'expérience pour le partager, voilà. D'accord. Donc on aimerait bien que ça marche bien, mais au final, on est d'accord que ça ne va pas trop marcher. Donc voilà, donc en fait, c'est juste une hypocrisie générale de se dire qu'on va voter pour des étiquettes plutôt que sur des solutions, ou en tout cas des idées politiques. Et là, pour le coup, ce que je dis toujours, si un parti politique dit que le soleil se lève à l'est, est-ce que les autres vont dire bah non, il ne se lève pas à l'est? Parce qu'on n'a pas la même étiquette, on est sur la même logique. Je veux dire, et le problème, c'est que tant que la France raisonnera par des programmes monolithiques, en disant où les gens doivent être d'accord du point 1 au point 300, et on ne peut pas discuter point par point des programmes, où les gens vont être d'accord à tel endroit, tel accord, et c'est ça qui fera la force du régime parlementaire français, de proposer des choses qui sont solides et acceptables par tout le monde, et par la grande majorité. Donc là, on va encore avoir une pièce de théâtre où, quel que soit la première qui va pouvoir poser le truc, on a de grandes chances que les autres disent non. Pour des intérêts, des calculs politiques. Donc, c'est assez lamentable. Ouais. Après, il y a tout un jeu, parce qu'évidemment, le RN a fait exprès de mettre cette réforme, enfin, de revenir sur cette réforme des retraites selon les mots voulus par le NFP pour les coincer, pour leur montrer. En même temps, c'est un bon coup aussi de la part du RN pour les forcer à aller voter enfin pour une fois pour un texte RN. Mais c'est quand même toute une histoire, en effet, politicienne. Et c'est vrai qu'on se demande quand est-ce qu'on fera vraiment de la politique. C'est un peu triste. Alors, on va passer. Il faudra un gouvernement pour ça, déjà. Oui, déjà, c'est vrai. Oui. Commençons par ça. Alors, affaire McKinsey, revenu sur le devant de la scène avec ce documentaire d'Élise Lucet, Cache Investigation, qui a été diffusé mardi dernier sur France 2, qui révélait au grand public, alors nous on suit l'affaire McKinsey, mais quand même il y avait des informations qu'on ne connaissait pas, qui ont été révélées, je crois que c'était... France 2 en partenariat avec le Nouvel Obs, en tout cas sur l'enquête. Il révélait qu'il y avait donc ce projet politique baptisé, alors est-ce que je prononce bien, Chicxulub. Donc je crois que c'est du nom d'un immense cratère près de la péninsule de Yucatan au Mexique, causé par la chute d'un astéroïde géant. Bon voilà, vous en savez des choses. Comme pour signifier la fin des ères des dinosaures en politique. Voilà ce qu'on nous explique. Oui, vous vouliez... C'était c'était pour préciser, voilà, c'était effectivement le nom de la météorite qui a mis fin à la vie des dinosaures, à l'extinction, la grosse météorite qui est la plus grosse
plus gros changement qu'il y a eu sur Terre, voilà, et qui a mis fin qui a tué tous les dinosaures. Voilà, donc là, le parallèle avec la fin des dinosaures en politique, Emmanuel Macron arrive, c'est l'astéroïde géant, en fait, toute simplicité. Donc, en tout cas, c'est le nom de l'opération qui a été lancée par Karim Tadjeddine, qui était chef du département du cabinet McKinsey et proche donc d'Emmanuel Macron depuis 2017. Et puis, donc, les détails de cette opération, Chicxulub, là, ont été révélés donc dans Cache Investigation. On voit notamment des échanges mails, il y a plus d'une centaine d'échanges mails qui confirment l'implication du cabinet de conseil McKinsey dans la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron. 25 rendez-vous quand même sans rémunération des salariés McKinsey, ce qui est comme strictement interdit. Et je vous cite un extrait du documentaire. Le directeur de cabinet Alexis Collère, l'adjoint de ce dernier Julien de Normandie et son conseiller en communication Ismaël Emélien sont aidés de 3 employés de McKinsey, dont Karim Tadjeddine, dit Cache Investigation. Et apparemment, donc, ce sont des réunions, comme je vous le disais, qui ont été organisées avec des salariés et sans rémunération de juin à novembre 2016. Le documentaire rappelle également, ça on en avait déjà parlé, la collaboration toujours étroite entre le cabinet de conseil et l'Élysée, notamment à travers l'exemple d'une mission sur le métier d'enseignant ou d'enseignement commandé à McKinsey pour 496 000 € et des brouettes en 2020, sous le ministère donc, de Jean-Michel Blanquer. Jean-Michel Blanquer est interrogé par Élise Lucet, et ça, c'est le fameux extrait qu'on a beaucoup entendu, mais je vous fais écouter tout de suite, et on réagit après. Pourquoi vous n'avez pas fait appel au service de l'État pour faire ce rapport à la place de McKinsey, qui est un cabinet de conseil extérieur? Parce que vous avez avec McKinsey une comparaison internationale que vous ne pouvez pas faire avec un simple ministère. Vous ne pensez pas que vos ministères sont capables de faire une comparaison internationale? Non, il y a des études de nature mondiale. Évidemment, certains grands cabinets savent faire. C'est des données publiques. Tous les ministères peuvent avoir accès à ces données. Si vous connaissiez le sujet de près, vous diriez pas une chose pareille. Mais monsieur Blanquer, 1 628 € la page, est-ce que vous estimez que c'est une bonne manière de dépenser l'argent public? Monsieur Blanquer, s'il vous plaît, accordez-nous une interview au calme si vous ne voulez pas la faire ici. C'est celle d'une démocratie. Mais vous êtes dangereuse par vos façons de faire. Monsieur Blanquer, si vous parquet, n'est-ce pas? Je ne suis pas le parquet, je suis une journaliste qui essaie d'obtenir des réponses, et les journalistes, c'est leur boulot d'essayer d'obtenir des réponses. J'ai répondu. Il y a des milliers de journalistes me demandent des milliers de choses. On n'est pas obligé de répondre à toutes vos questions tout le temps. Et voilà, c'est la fuite, vous l'avez compris, Jean-Michel Blanquer qui était déjà caché des caméras, comme si ça a changé quelque chose qu'on ne le voyait pas à l'écran, mais bon. En termes de communication, on a du mal à comprendre. Surtout que maintenant, les gens doivent commencer à connaître les méthodes d'Élise Lucet. Vous avez entendu la fin, je le rappelle juste avant de vous donner la parole à Alexandre Langlois. Jean-Michel Blanquer qui dit « Vos méthodes ne sont pas celles d'une démocratie, vous êtes dangereuse par vos façons de faire. Vous n'êtes pas le parquet, ni l'Assemblée nationale, ni le Sénat. » Voilà. Alexandre Langlois. Il est dans la droite ligne de la mentalité macroniste, en fait. Je veux dire, il dit, la presse n'a pas à faire son travail, sauf si c'est pour nous encenser. Je vais pas revenir sur le fait que Julian Assange n'a jamais été accueilli en France pour la liberté de la presse. Je ne vais pas revenir non plus sur quand il y a eu l'affaire Benalla, les journalistes qui avaient, de Ariel Chemin, tout ça, se retrouvaient à la DGSI. Les journalistes qui avaient parlé des armes vendues par la France au Yémen se retrouvaient à la DGSI, donc les services de renseignement français. Donc, ce que je veux dire, c'est que la liberté de la presse en France est vraiment gravement atteinte. Et on met donc une fois de plus des grands mots qu'ils ont mis dans un shaker, donc démocratie, danger, pour faire peur. Alors qu'en fait, les dangers, c'est les personnes qui ne répondent pas aux questions. Parce qu'effectivement, les services français à l'époque déjà de l'éducation nationale peuvent travailler sur des sujets internationaux. Il y a un ministère des Affaires étrangères qui peut aussi avoir des données sur les données internationales. Donc, on ne sait pas pourquoi on paye des cabinets de conseil extérieurs alors que les services français peuvent exactement faire le travail. Et je rappelle que sur cette externalisation et cette volonté de privatiser les choses, Emmanuel Macron avait aussi essayé de le faire avec l'affaire Benalla à l'Élysée pour privatiser sa sécurité avec des services extérieurs. Donc, à chaque fois, on est toujours sur le côté on change entre guillemets, des gens qui sont au service de l'État, donc des fonctionnaires qui ont passé des concours, qui ont été assermentés pour certaines missions. Et donc ça, c'est des loyautés envers les institutions. Et on veut les remplacer par des gens qui sont loyaux envers l'argent et qui sont payés. Donc effectivement, M. Blanquer, en disant que derrière, on lui pose des questions auxquelles il ne veut pas répondre, je veux bien comprendre. Mais derrière, ce qui montre qu'il y a vraiment un problème et qu'on a raison de poser ces questions. Voilà, je rappelle que quand il avait donné ses derniers faits et armes en tant que ministre de l'Éducation, M. Blanquer donnait des consignes Covid en étant à Ibiza. Donc, je veux dire, on est sur des choses assez lunaires de ce monsieur. Donc, c'est pas étonnant. Et là, la vraie chose, c'est que ça a pu être capturé par des journalistes et que ça se montre au grand jour, ce qui est souvent dit en off.
Oui, oui. Et après, alors ce qui est marrant, qu'on n'a pas forcément entendu dans cet extrait qui est un peu plus tôt, Jean-Michel Blanquer qui dit, mais vous vous rendez pas compte, finalement, l'éducation, c'était vraiment rien pour l'utilisation de McKinsey par rapport aux autres ministères. Et là-dessus, il n'est peut-être pas tout à fait tort. Ce qui est intéressant, c'est que le seul qu'on finisse par montrer vraiment, c'est lui. Alors, alors justement, sur l'économie, juste pour ouais, faire rebondir, ouais. c'est que Jean-Michel Blanquer étaient très appréciés de la Macronie, qui faisait des économies au ministère de l'Éducation nationale tous les ans. Il avait de quoi payer des rapports McKinsey pour autant, avec une méthode aussi très simple, c'est qu'en septembre, il sous-staffait les profs. C'est-à-dire qu'il y avait des profs qui manquaient. Il disait, oh là là, on a mal calculé, il manque des profs. Et en fait, pendant un mois, des élèves n'avaient pas de profs, ce qui faisait que ça faisait un mois multiplié par le nombre de profs. Il arrivait à avoir un budget qui était en baisse tous les ans, en justement privant les enfants de professeurs tous les mois de septembre. Voilà. Ouais. Mais par contre, il peut payer des rapports McKinsey sans difficulté et sans sourciller. Oui. Alors, je me tourne vers vous, Régis de Castelnau, et je précise, parce qu'évidemment, je sais que vous allez apprécier, que le parquet national financier a ouvert 2 informations judiciaires sur le sujet de l'affaire McKinsey. Donc là, petite provocation à Régis. Bah, donc tout va bien, Régis, finalement, la justice. Il les a ouverts quand? En 2022. Non, mais on en avait déjà parlé. Ah oui. Ah ben d'accord, oui. Ah oui, on parle de celle-là. Oui. Il a fallu une pétition de magistrats pour hurler contre le fait qu'il ne bougeait pas, alors que c'était le scandale. Il y avait la commission d'enquête parlementaire, donc ils se sont raccrochés à une procédure fiscale en 2022, et depuis, le dossier roupille, il ne bouge pas. Alors, il dit une chose très intéressante à la fin, M. Blanquer, à Mme Lucet. J'apprécie pas toujours parce que je veux dire, c'est toujours très partial. Bon, ben dans ce cas-là, il y a qu'à en faire d'autres. Un débat contradictoire. Mais il dit, vous n'êtes pas le parquet, vous n'êtes pas l'Assemblée nationale, vous n'êtes pas le Sénat. Ben, pardi, ils font pas leur boulot. Le Sénat, attendez, Eliane Assani, il y a eu le rapport. Je vais vous dire pourquoi. Ils font pas leur boulot. Hein? D'abord, ils le font pas suffisamment. Oui. Et deuxièmement, c'est quoi la technique? Le PNF a ouvert une information judiciaire parce que ce système-là, qui consiste à faire des procédures judiciaires, empêche les commissions parlementaires d'aller au fond des choses. Ah ben non, je dis, Benalla, je ne peux pas répondre parce qu'il y a une instance judiciaire, ce qui est vrai. Donc, c'est organisé, ça. Et donc, quand, heureusement qu'il y a des petits bouts de presse qui continuent à faire un boulot d'investigation, mais c'est parce que les organes prévus à cet effet ne le font pas, ou bien empêchent de le faire. Parce comme que le PNF. Considère que le parquet, comme le PNF. Bon, et le vrai scandale dans tout ça, c'est l'attitude de la magistrature française, dont je rappelle, je radote, je rappelle qu'elle a fait élire Macron en 2017 et que depuis, elle le protège. Bon, regardez ce par quoi vous avez commencé, c'est-à-dire l'élection présidentielle. Demandez à Nicolas Sarkozy ce que c'est qu'un dépassement de compte de campagne, ce que c'est qu'un financement illégal. Lui, il l'a payé, du pénal, et il l'a payé par une prison ferme. Bon, donc c'est du pénal, le fait de donner comme ça, mais surtout, il y a de la corruption. Ah bah là, il y a de la 43 milliards de dépenses. Alors, il n'y a pas que McKinsey dans les 43 milliards, mais il s'est gavé, McKinsey, sans payer d'impôts en France, ça aussi. C'était une complaisance. Donc, la corruption, je vous donne quelque chose, ce qui était illégal, je vous aide pour votre campagne électorale en mettant à votre disposition des salariés staff, de mon groupe, et en échange... Et ensuite, vous allez me renvoyer l'ascenseur et vous allez me gaver. Mais enfin, écoutez, alors la destitution, mon cher Alexandre, permettrait enfin de mettre le fer dans la plaie, mais c'est sidérant, moi, ce que je vois. Et je répète que il est protégé par son immunité, Emmanuel Macron, mais il le sera pas les toujours. autres personnes citées ne le sont pas. Oui. Ils ne le sont pas. Donc, bien évidemment, il devrait y avoir une procédure extrêmement importante. Tous ces gens-là devraient être en garde à vue pour détournement de fonds publics en bande organisée, corruption passive en bande organisée, évidemment. Mais pour l'instant, il ne se passera rien. La passivité sur toutes ces affaires, je ne parle même pas d'Alstom et des autres, la passivité de notre justice est consternante.
Et petit rebond, juste sur aussi dans cette affaire qu'on a oublié, c'est les ingérences étrangères, où notre gouvernement est très très fort pour dire attention à tu rends étrangères Qatar, Russes, etc. Mais quand c'est américain, ça passe crème, parce que Alstom, McKinsey, tout ça, ça vient du même pays. Vous faites bien de le rappeler parce que justement, j'allais dire, là, vous parlez de corruption et vous avez certainement raison, Régis de Castelnau. Mais le plus grave pour moi, c'est justement, et là, on est plus dans la haute trahison, c'est que on est quand même au sein de l'Élysée et des ministères sur des sujets ultra stratégiques. Et on a quand même vu, je le rappelle, et je vous renvoie tous, chers amis, au rapport parlementaire, justement, d'Eliane Hassani, qui montre qu'on a des documents. En fait, on confond l'écriture McKinsey, la signature McKinsey et la signature des ministères. Donc on en est là, il y a une véritable collusion, mélange des genres. Donc quand on en est à là, c'est-à-dire qu'il y avait ce qui était expliqué, c'est qu'il y avait des membres de McKinsey qui avaient des bureaux attribués dans les ministères. Donc quand on en est à là, oui, moi je considère que c'est plus que de la corruption, c'est de la haute trahison. Là, on ne défend plus les intérêts nationaux, on ouvre nos portes à un intérêt privé et américain au passage. C'est bien fait quand même. Nicolas Sarkozy a supprimé la haute trahison. Donc c'est parfait. Tout est bien, tout est légal. Il avait bien. Sauf légitime. Oui, vas-y, Régis, fais la provocation. Je te laisse rentrer dans les détails. Non, la haute trahison, si vous voulez, la procédure de destitution a rendu plus, entre guillemets, facile une procédure pour se débarrasser d'un président. Avant, il fallait que le Parlement se constitue en haute cour et fasse le procès pour trahison. C'était la procédure sans procès, devait se passer devant le Parlement. C'était inatteignable. En revanche, une fois qu'on a fait sauter cette immunité, il n'y a aucun problème. Le code pénal recèle toutes les infractions d'intelligence avec une puissance étrangère, etc., au détriment des intérêts de la nation. Il y a tout ce qu'il faut, Alexandre. Le jour où on a une magistrature qui se reprend, le jour où on a effectivement une volonté politique derrière, il n'y aura aucun problème. S'il y avait un changement, une vraie rupture, le nombre de gens qui devraient finir leur jour en prison, ils seraient assez nombreux. Oui. Mais ils sont quand même bien nos politiques. Ils disent que les prisons sont surchargées, ils ne veulent pas y aller du coup. Et puis pour les autres ministres comme Jean-Michel Blanquer et tout ça, je rappelle qu'ils sont jugés par la Haute Cour de justice de la République, que Hollande avait dit qu'il supprimerait, que Macron avait dit qu'il supprimerait, et qui est aussi une blanchisseuse à ministre pour qu'il soit tranquille. Ouais. Non, Alexandre. Un deuxième désaccord. Mais c'est très bien, allez-y. Moi, je suis favorable à la Cour de justice de la République. Je ne veux pas qu'on la supprime parce que je ne veux pas justement que le gouvernement soit contrôlé par les magistrats. Je les connais suffisamment, qui n'ont aucune légitimité démocratique et dont on constate aujourd'hui à quel point on ne peut pas leur faire confiance. En revanche, ce dont on vient de parler, ce n'est pas justiciable de la Cour de justice de la République. Ce sont les actes accomplis, normaux accomplis dans le cadre de leur mission. Mais ça, c'est hors. Ce sont des fautes détachables du service, mon cher. Notion que tu dois connaître. Eh bien, tout ça fait qu'ils seraient jugés, et eux, là, par les juges ordinaires, pour des infractions qui sont des infractions gravissimes. Monsieur, lorsqu'il s'adresse à McKinsey, lorsqu'il reçoit leur rapport, que les parlementaires ont lu en disant « mais attends, c'est grotesque », il le sait très bien, Blanquer, qu'il est complice d'un détournement de fonds publics. Il le sait très bien qu'il participe à une opération de corruption, que c'est un renvoi d'ascenseur pour l'aide apportée à l'élection présidentielle. Il le sait, donc pas besoin de Cour de justice de la République, les tribunaux ordinaires. Et dans le cadre de ses fonctions. Oui. Mais... Alors, non, mais il y a beaucoup de questions parce que pourquoi pas de justice, pourquoi de tribunaux ordinaires là, et pour le coup vous êtes d'accord pour le parquet national, vous êtes d'accord pour dissoudre le parquet national financier. D'un côté vous voulez un truc à part et puis une justice à part et de l'autre non. Non, attendez, le parquet national financier c'est quoi? C'est une instance nationale. D'accord, qui décide elle-même des affaires qu'elle va traiter. Comme c'est elle qui décide, et c'est le moyen
de contourner la règle de la compétence territoriale. Et je vous raconte juste une petite histoire à propos de l'élection de François Hollande. Ça se passe à Toulouse. On s'aperçoit que les gens qui se sont occupés et qui ont financé qui sont occupés du financement de la campagne électorale de François Hollande, on s'aperçoit qu'ils ont fait un petit peu comme Big Malion. Hein. Donc, le parquet de Toulouse s'en empare, hop, immédiatement, le parquet national financier arrive à non, ça c'est à nous. Il récupère le dossier, on n'en a plus jamais entendu parler. Donc, le PNF, c'est véritablement un outil pour protéger Hollande, les socialistes et les macronistes, et ensuite pour attaquer ceux qui s'opposent au pouvoir. C'est très classique, bien sûr. Alors que la Haute Cour de justice de la République, rappelez-nous comment ça se passe. Ce ne sont pas des magistrats, justement, vous le disiez. Qui est juge dans la Haute Cour de justice de la République? Le principe de la Cour de justice de la République, elle n'est pas haute. Hein, ah, pardon. C'est moi qui ai rajouté. C'est de dire, voilà, il y a pour les fautes commises dans l'exercice des fonctions, mais les fautes qui ne sont pas détachables du service. Ça, c'est une notion de droit administratif très importante qui fait que quand vous accomplissez vos actes de personnes publiques, vous pouvez, par exemple, le gendarme qui abat sa femme avec son revolver de service ou son pistolet, je ne sais pas ce qu'ils ont, eh bien, on ne va pas dire que c'est une faute de service. Non, c'est détachable du service. Bon. Donc, pour les fautes qui ne sont pas détachables du service, qui recèlent vraiment tous les liens avec l'activité de la personne publique, ministre, fonctionnaire, alors là, il s'agit des ministres, on dit qu'il faut qu'ils soient jugés par une instance qui respecte le principe de la séparation des pouvoirs. Donc, quelle est la composition? Alors, justement, il faut que ce soit essentiellement parlementaire. Donc, il y a des magistrats pour faire le boulot technique et ce sont des parlementaires qui décident, comme ils renversent un gouvernement, comme ils contrôlent, ils font des commissions, des choses comme ça, hein, ils font leur boulot. C'est-à-dire que, bon, et si vous me demandez mon avis sur le fait de ne pas soumettre ça aux tribunaux ordinaires, mais surtout pas. Surtout pas, parce que là, c'est l'arbitraire. C'est-à-dire qu'ils vont décider qui ils poursuivent. C'est eux qui devienen décisionnaires. On revient à votre livre, si vous voulez, une justice politique. Eh ben oui, non, il faut pas. Et, moi, je dis toujours à mes étudiants, faut pas faire confiance à la justice parce qu'elle est rendue par des gens comme moi. C'est-à-dire que, si vous voulez, la façon dont s'est déroulée la procédure contre François Fillon, fulgurante, hein, tout ça pour faire élire Emmanuel Macron. Aujourd'hui, tout le monde le sait. Même vous discutez avec des magistrats dans les couloirs, ils le reconnaissent. Eh bien, c'est parce que, justement, ils ont pris cette initiative politique. Allez, c'est clair. Mais j'ai fait exprès de vous... Je connaissais votre réponse, mais en plus, comme ça, c'est plus clair pour tout le monde. Alors, on passe... Je ne sais pas si vous voulez... Non, d'abord, première chose, parce que sinon, je vais me faire disputer. On est très nombreux ici. Plus de 4000 ici en direct, mais pas de cœur, pas de like immédiat. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Allez-y, je veux des cœurs, je veux des pouces, je veux des étoiles sur le podcast parce que nous sommes également en podcast, on compte sur vous, je veux de la lumière. Et puis on continue, on a d'autres sujets. Je ne sais pas si vous voulez revenir sur l'affaire Pélico. Régis, vous n'avez pas répondu puisqu'on parle de nos petites affaires, de petites conversations, groupe WhatsApp, parce qu'on a beaucoup de choses après à dire sur les policiers, les refus d'obtempérer. Oui, ça, je pense que c'est plus important. D'accord. Non pas que l'affaire Pélico, elle est mondiale, hein, c'est incroyable. Ouais. Je vous l'ai dit, je suis sur la partie cold case par l'intermédiaire de mon épouse, je suis ça de très près, mais c'est une affaire mondiale, quoi. Tous les journaux anglo-saxons, mais pas seulement, en Asie aussi, tout le monde s'intéresse à cette affaire. Non, simplement, juste une petite remarque, il faudra y revenir. En ce moment, c'est en train de déraper, c'est-à-dire que la dimension médiatique est en train de prendre le pas sur d'autres choses, il y a des polémiques, ça ressemble au match de foot, il y a une salle où il y a un écran, ce qui est très bien pour que les gens voient les débats, hein, puisqu'il n'y a pas assez de place dans la salle d'audience. Les accusés se font huer, Madame Pélico, la pauvre, se fait acclamer.
Non, laissez-lui sa dignité et sa force, parce qu'il faut, elle Oui, affronte, hein. elle est très forte. Mais bon, non, c'est le Oui, foutoir. il y a une récupération, puis on parle Bah, de peine d'accusation pardon contre le patriarcat en général. Donc c'est vrai que là on part un peu loin en effet dans les récupérations, on va dire, de l'affaire judiciaire. non, mais bon, faudrait. Mais Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Une ouais. audience, c'est une audience, mais on arrive, on n'arrive pas, et les médias n'arrivent pas à s'y habituer. Oui. Voilà. Donc, Allez, on passe à tout ce que je l'affaire voulais dire, Naël, voilà. et puis on reviendra là-dessus, en effet, peut-être un peu plus tard, quand vous voudrez communiquer des éléments intéressants et qu'on n'entend pas ailleurs, Régis de Castelnau, on compte sur vous là-dessus. Alors, sur l'affaire Naël, deux choses. D'abord, l'affaire Naël en elle-même, je rappelle que, eh bien, il y a eu un rapport d'investigation concernant la mort de Naël, donc Merzouk, vous savez, décédé le 27 juin dernier, tué à Nanterre par une balle de la police, après un refus d'obtempérer, ce qui avait créé, je vous le rappelle, les émeutes, comme on dit, dans un peu toute la France, tout courant juin et début juillet, des incendies, etc. Et donc, d'après ce rapport, ce qui est intéressant, c'est que ça va complètement à contre-courant de tout ce qu'on avait pu entendre jusqu'à là et ce qu'avait pu prétendre la partie civile. Le rapport révèle, grâce à l'autopsie, donc, que les policiers n'ont pas frappé Naël d'abord avec la crosse de leur pistolet et que celui-ci a redémarré volontairement le véhicule. On croyait que c'était alors qu'il était blessé qu'il démarrait, nécessitant donc une démarche en 4 temps. Et c'est bien ce démarrage de la voiture qui a dévié le tir du policier qui en fait aurait visé plutôt les jambes. Et voilà, je rappelle quand même que le policier justement avait été mis en... Comment ça s'appelle déjà détention provisoire pendant plus de 4 mois. Donc un véritable traumatisme tout de même pour ce policier qui finalement, on apprend, n'avait pas du tout la volonté de tuer cet homme. Les juges donc rendront leurs conclusions dans les prochaines semaines, mais on est déjà dans un renversement du récit qui avait été donné et surtout du récit qui avait servi les émeutes derrière. Évidemment, je précise immédiatement avant qu'on enchaîne là-dessus, là c'est plutôt pour vous Alexandre Langlois, qu'il y a eu un nouveau refus d'obtempérer, il y en a eu beaucoup, mais là encore un dernier au Chesnay hier, un policier municipal de la commune du Chénat, donc dans les Yvelines, a été percuté par une voiture qui a pris la fuite après un contrôle routier. Je vous propose quand même de regarder ces images extrêmement choquantes et ensuite comme ça on pourra commenter. Voilà. Donc je vous propose Alexandre Langlois d'abord de réagir. Les refus d'obtempérer, malheureusement, il y en aura de plus en plus parce qu'il n'y a toujours pas de réponse appropriée sur les consignes données aux policiers municipaux d'ailleurs aussi, et la réponse pénale qu'il peut y avoir derrière. C'est qu'aujourd'hui, on est dans quelque chose où c'est sur du routier, donc le routier, quand même, qui est une des premières causes de mort violente en France, quand même, rappelons-le. Mais derrière, il n'y a pas les moyens nécessaires pour arrêter les véhicules qui refusent d'obtempérer et trouver un équilibre, en tout cas dans les techniques d'intervention, entre neutraliser le véhicule pour pas qu'il y ait de mise en danger derrière et éventuellement derrière une course-poursuite qui peut aussi mettre en danger des personnes. Donc il y a aussi ce cadre à régler avec des moyens à trouver. Le moyen le plus simple, c'est d'avoir assez de policiers et de gendarmes pour, quand on est en intervention, qui quadrillent les rues et qui bloquent le véhicule. Ce n'est pas le cas en France, donc je ne sais pas comment on peut gérer la situation pour éviter ces drames à répétition. Sur l'affaire Naël, ce qui avait été intéressant à l'époque, malheureusement, c'est la récupération politique immédiate, où tout le monde s'était acharné sur le policier et avait dit non, c'est pas possible, il est forcément coupable, ce qui a entraîné des émeutes, ce qui a entraîné des partis pris. Et effectivement, aujourd'hui, on constate, donc qui a entraîné aussi, comme tu l'as rappelé, Clémence, de la détention provisoire pour le policier, alors qu'à l'époque, les éléments, comme je l'avais déjà dit, n'étaient pas rassemblés. Il y avait une possibilité de présomption de légitime défense, d'intervention. Et là, on est encore même sur autre chose, finalement, c'est que c'est le départ du véhicule volontaire conduit par Naël qui a provoqué le coup de feu. Donc, on est encore sur quelque chose d'autre. Oui. Donc, du coup, on est sur ça. Et je rappelle qu'un mois après, il y a eu à Marseille un autre policier qui avait fait usage de son arme dans une émeute et qui avait une autre affaire, je ne sais plus comment il s'appelle, qui s'est retrouvé avec le crâne cassé. Et là, les policiers avaient fait une faute parce que, du coup, ils avaient abandonné la personne dans la rue plutôt que de la présenter à la justice et la soigner au passage au vent. Et là, tous les politiques, dont Darmanin en tête, avaient dit non, il faut soutenir nos policiers.
Donc, en fait, quand il y a des choses qui sont Ouais. avérées, où il y a quand même peu de doutes, là, on a le soutien des politiques. Et quand il y a un endroit où les policiers, il y a un doute légitime de savoir dans quel sens ça peut passer, donc laissons le temps à l'enquête de vérifier les choses, là, tout le monde s'était emporté pour le jeter et le clouer au pilori. Donc aujourd'hui, tant mieux que la vérité éclate. Elle est encore haute que ce qu'on pouvait attendre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas volonté même de faire usage de légitime défense. Ouais, C'est un ouais. coup de feu accidentel au final, à cause de la personne qui a redémarré sa voiture. Donc ça pose tout un nouveau décor. Et aujourd'hui, j'aimerais bien entendre tous ces politiques à l'époque qui ont envenimé la situation, présenter des excuses et venir s'enquérir de la situation. Et surtout, proposer des réponses politiques à ces refus d'obtempérer. Qu'est-ce qu'on fait avec un cadre légal parfait qui sécurise à la fois les citoyens et les policiers dans leur cadre d'intervention? Et aujourd'hui, ce qu'on peut voir, les gens sont capables de s'entre-déchirer pour des choses politiques annexes et du paraître, mais sur des sujets comme ça, il n'y a aucune voix qui ne s'exprime. Ouais, et alors que c'est fondamental. Allez, le mot de la fin pour Régis, rapidement, s'il vous plaît. Régis, parce que j'ai déjà dépassé les horaires, comme d'habitude. Allez, Régis. Simplement, je vais enfin, non pas donner mon accord, mais confirmer ma position qui est celle d'Alexandre. Il y a bien évidemment une question de moyens, il y a des origines à ce phénomène, mais surtout c'est la question des moyens. Mais je constate que effectivement, la justice a été sensible en incarcérant ce policier et l'instruction maintenant, les expertises démontrent que c'était totalement inutile et qu'elle pouvait se passer Ouais. pendant avec une mise en liberté, avec éventuellement contrôle judiciaire, suspension. C'était important. Ça a eu des conséquences énormes avec les émeutes, mais véritablement, la justice là n'a pas été à la hauteur de ce qu'aurait dû être sa tâche avec cette incarcération, parce que je pense qu'elle avait aussi, elle a eu aussi des conséquences politiques. Sur la police. J'ai vu la vidéo épouvantable de ce policier qui est sérieusement blessé. Hein. C'est que il y a aujourd'hui politiquement une complaisance d'une partie de l'échiquier politique sur ces questions qui est totalement irrecevable, qui est tout à fait inadmissible. Et bon, je veux dire, la coupure au sein de la population est de ce point de vue-là très importante et c'est pas une bonne nouvelle. Ouais. Moi, j'ai encore beaucoup de questions là-dessus, mais on reprendra ce sujet. De toute façon, malheureusement, c'est loin d'être fini. Merci beaucoup, Alexandre Langlois. Et je rappelle votre livre « Essayer la démocratie au bal masqué de la Macronie », édition Telma. Merci beaucoup.